Bonjour et merci donc de nous retrouver pour ce nouveau numéro des Live IMT pour l'industrie du futur. Je suis Martine Assard, donc responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à la direction générale de l'Institut Mines Télécom et avec un groupe d'étudiants de plusieurs de nos écoles. Depuis un an bientôt, nous réalisons ces émissions pour mieux faire connaître l'industrie à travers différents sujets, mais toujours en lien avec ce secteur. Alors ce soir, nos étudiants ont choisi de s'intéresser à l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, c'est un des sujets de notre époque qui fascine autant qu'il fait peur. Donc avec l'essor de la technologie, l'IA a pris une place de plus en plus importante dans nos vies, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, et continue aussi de changer la façon de travailler, de communiquer et de penser. Donc les avancées rapides de l'IA soulèvent des questions importantes sur l'avenir de l'humanité, les limites de la technologie et les implications éthiques. Dans ce live, nous allons explorer ce soir les bases de l'IA, ses domaines d'application et les enjeux qui l'entourent. Alors avec nous, nos invités, là ce soir, nous en apprendrons un peu plus sur cette technologie qui arrive aujourd'hui à maturité et nous découvrirons aussi quelques cas d'usage avec nos différents industriels. Alors avec moi ce soir, donc trois de nos étudiants qui vont se présenter. Noah, puisque tu es en premier sur l'écran, je te laisse te présenter. D'accord, merci Martine. Moi, je suis Noah Colas. Je suis actuellement en deuxième année en formation génie des installations nucléaires à l'ISTP, donc qui est une école d'alternance en partenaire avec l'école des mines de Saint-Étienne. Je laisse la parole à Gabriel ou à Louise, du coup. Ah, on t'entend pas, On Gabriel. t'entend pas, Gabriel, donc je vais. Je t'en prie, Louise. Bah, Vous merci. m'entendez? C'est bon. Du coup, Louise, je suis une alumni d'IMT Atlantique et je travaille actuellement dans une filiale du groupe Airbus en tant qu'ingénieur. Et Gabriel Boudet, je suis étudiant en dernière année à IMT Nord-Europe dans le parcours ingénieur. Merci à tous les trois. Alors, pour nos invités, on a le plaisir ce soir donc d'accueillir Florence Dalchebuc, qui est professeure dans le département images, données et signal à Télécom Paris. Nous avons également Julien Cloarec, qui est maître de conférence HDR en marketing quantitatif à l'IAE de Lyon School of Management à l'université Jean Moulin Lyon 3. Nous avons également Darcy Bungu-Tsumu qui est CEO en prédictive maintenance pour l'industrie 4.0 et donc CEO de la société d'e-analyse Signal. Quentin Legel également, qui est chef de projet automatisme et info-indus chez Schmidt Group. Et enfin, Axel Dolce-Mascolo, qui est data scientist et spécialiste en machine learning de la société 3B. Voilà, donc avant de démarrer nos échanges, je voulais comme d'habitude vous lancer un tout petit sondage pour simplement mieux vous connaître et ensuite passer simplement la parole pour notre petite capsule introductive à Louise et à Julien, à tous les deux. Merci beaucoup, Martine. Julien, je vais vous laisser vous présenter rapidement pour nous dire un peu comment vous êtes lié à la thématique du jour, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Julien Clorec. Donc, comme on l'a dit en introduction, je suis maître de conférence HDR à l'Université de Lyon 3. Mais avant d'être en sciences de gestion, je suis ingénieur diplômé d'une école associée à l'IMT avec une spécialisation en intelligence artificielle et en réalité virtuelle. Et donc, maintenant, que ce soit dans mes recherches ou dans mes enseignements, je mobilise l'intelligence artificielle pour traiter notamment tout ce qui est des données non structurées. Parce qu'on est vraiment sur un champ applicatif qui est vraiment interdisciplinaire. Donc, ça intéresse les futurs marketeurs, les futurs responsables RH, etc. D'accord, merci beaucoup. Pour compléter, enfin pour cette introduction, ces dernières semaines, dans l'actualité, on a beaucoup entendu parler d'intelligence artificielle, avec notamment ChatGPT qui a fait la une et que beaucoup de gens ont découvert grâce aux médias. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu rapidement ce type d'intelligence artificielle et leur historique? C'est vrai que depuis, on va dire, novembre, début décembre, on entend beaucoup parler d'IA générative textuelle avec ChatGPT, mais c'est quelque chose qui est vraiment très très vieux. Juste pour reprendre à nouveau la technologie GPT, moi j'enseignais
dès 2019 l'utilisation de GPT-2, donc c'est-à-dire un nouveau modèle d'IA générative textuelle pour mes cours de marketing digital. Donc, c'est vraiment quelque chose que les gens ont l'air d'avoir découvert très récemment, il y a quelques mois, mais qui, dans la réalité, est déjà utilisé dans l'industrie de manière assez facile depuis déjà quelques années. Mais si on devait reprendre vraiment un historique de d'où vient ChatGPT historiquement, ça monte très 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 loin, au moins jusqu'aux années 40, avec Weaver qui a écrit un mémorandum en 49 et qui en fait avait pour objectif à ce moment-là d'essayer de créer un langage universel pour que à l'ONU tout le monde puisse parler une langue commune et faciliter les échanges. Et donc dans son mémorandum, Weaver il avait une idée assez simple, c'est qu'en fait on fait sens d'un mot en fonction de son contexte. Imaginez que vous lisez un texte en anglais et tout à coup dans une phrase il y a un mot un peu plus compliqué que vous connaissez pas. En fait, vous allez quand même pouvoir comprendre le sens de ce mot en regardant les mots qui sont avant et après. Et donc, prendre en compte les mots qui précèdent et qui succèdent à un mot, on appelle ça une fenêtre contextuelle. Et donc là, cette idée de fenêtre contextuelle va amener ensuite avec tout ce qui va être la sémantique probabiliste, et on va essayer de quantifier les mots, etc., de comprendre leurs relations. Et il y a un concept qui est vraiment assez novateur, c'est ce qu'on appelle les plongements de mots, donc qu'on appelle en anglais les embeddings, et qui a trouvé une forme d'opérationnalisation miraculeuse en 2013 par des chercheurs de Google qui ont créé un package qui s'utilise avec Python, R, et qui s'appelle Word2Vec. Donc l'idée, ça va être de transformer un corpus du texte en un ensemble de vecteurs. On va vectoriser le texte. Donc en fait, les mots vont représenter des flèches dans un espace à beaucoup de dimensions. Et à partir de ces flèches-là, de ces vecteurs, tout comme on le voit généralement au lycée en mathématiques, on va pouvoir faire des opérations vectorielles, on va pouvoir additionner des flèches. Et finalement, par exemple, si on prend un exemple très très simple, on va avoir une flèche pour homme, une flèche pour femme, une flèche pour roi, une flèche pour reine. Et bien, si on prend la flèche de roi et qu'on lui enlève la flèche de homme, on va arriver sur reine, parce que un roi qui n'est pas un homme, ça va être une reine. Et donc, en fait, juste avec des opérations vectorielles, on va essayer de pouvoir faire sens d'un corpus. Vraiment très, 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 très important. Donc ça, c'est 2013. Word2Vec, ça marche vraiment assez facilement sur pas mal d'ordinateurs, sur des petits corpus. C'est du deep learning, donc un gros mot, mais très, très peu deep. C'est sur 2 couches de neurones. Donc c'est vraiment assez facilement popularisable. Donc ça, c'est 2013. On arrive à comprendre du texte en le vectorisant, mais ensuite, on va arriver en 2017 avec les Transformers, et là, c'est vraiment une nouvelle révolution. Toujours Google. Google a développé beaucoup de trucs, mais ils n'arrivent pas à produire des super produits avec. Et donc, les Transformers, en fait, c'est permettre de créer du texte avec une nouvelle façon de lire un corpus, avec ce qu'on appelle l'attention multitête. Et donc là, ça va être l'outil qui va être utilisé par ChatGPT. Parce que GPT, en fait, ça veut dire Generative Pre-trained Transformers. Et donc, à partir de là, plusieurs concurrents vont se mettre sur le marché. Et l'idée de ChatGPT, vraiment son coup d'avance, c'est d'avoir investi massivement en avance sur le modèle d'entraînement. Donc, 4 millions de dollars pour entraîner le GPT-2, par exemple. Donc, c'est vraiment un coup de poker dont on ne sait vraiment pas ce sur quoi on va arriver et qui leur a donné un coup d'avance. D'accord, merci. Du coup, vous avez commencé à en parler. Là, on évoque l'IA. Il y a la question de l'entraînement qui est vraiment majeure. On a entendu des choses sur ChatGPT, sur la base d'entraînement, sur est-ce qu'il y a Wikipédia, comment on gère quand Wikipédia est mise à jour, etc. Est-ce que vous pourrez nous en dire plus sur toute cette question de l'entraînement? Alors, à partir du moment où on parle de deep learning, on a besoin de beaucoup de données. Qui dit beaucoup de données dit il faut les trouver quelque part. Donc, ChatGPT, en fait, consiste en 2 modèles. Le modèle conversationnel, enfin le modèle linguistique et le modèle conversationnel. Le modèle linguistique, qui est GPT-3, ou maintenant GPT-4, en fait, ils ont scrappé beaucoup d'informations sur le web. Donc, c'est récupéré, téléchargé, parfois de manière illégale, j'y reviendrai un peu après. Et en gros, l'idée, c'est d'avoir beaucoup de relations entre les mots, etc., dans différentes langues, sur différents sujets. À partir de là, une fois qu'on a récupéré beaucoup de données, il va falloir l'entraîner, donc c'est très coûteux. Et donc,
le modèle linguistique est mis à jour qu'une fois tous les ans environ. GPT-3, 4, c'est tous les ans environ. Ça peut pas être quelque chose qui peut être en continu. Donc c'est pour ça que actuellement, ChatGPT ne va pas accéder sur le web pour récupérer ces informations-là. Il y a d'autres solutions hein, qui existent, mais c'est pas l'idée principale de GPT. Mais en fait, il a fallu comme on va récupérer beaucoup de données sur Internet, il y a beaucoup de biais qui existent, notamment tout ce qui va être racisme, sexisme, climato-scepticisme, parce qu'en fait, il va récupérer tout ce qui est dit sur Internet. Et donc, partant de là, récupérer des données, c'est pas seulement le seul enjeu pour entraîner un modèle, ça va être aussi d'essayer de le fine-tuner, de le paramétrer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu GPT 3.5, qui est une version un peu améliorée, où en gros, des tâches ont été externalisées auprès d'humains, donc de micro-travailleurs notamment au Kenya, pour essayer d'enlever tous ces biais-là via des recettes de récompenses, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'éviter les biais qui sont dans les jeux d'origine pour ne pas qu'ils se retrouvent ensuite dans les outputs, mais aussi l'enjeu de scrapping des données. Là, par exemple, Google essaye un peu de s'ouvrir. Ils ont mis à disposition la liste des sites qui étaient scrappés dans leur dernier modèle. Et évidemment, Elon Musk a tapé twitter.com et ils ont trouvé que Twitter avait été utilisé pour entraîner un dernier modèle de Google. Et donc là, Elon Musk se dit, allez, on va lancer une petite attaque en justice contre Google. Ouais, ce genre de choses. D'accord, donc c'est vraiment un problème qui est très, très complexe et Martine l'a évoqué tout à l'heure, il y a une certaine partie de la population qui est fascinée par l'IA, mais qui est également totalement terrifiée, par ce grand terme qui est intelligence artificielle, mais qui est souvent un peu, inconnu sur son fond et qui regroupe beaucoup de choses. Quand on parle de ChatGPT, est-ce que vous pourriez nous notamment, hein, de ces IA-là, est-ce que vous pourriez nous présenter les risques qu'il peut y avoir avec ces grands modèles de langue? Le risque majeur pour tout ce qui est grand modèle de langue actuellement, ça va être tout ce qui va être lié à la sécurité informatique. Début du mois de mars, avant qu'ils mettent à jour de passer de GPT 3.5 à 4, il y a eu toute une semaine avec beaucoup de bugs. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez testé à ce moment-là. Et en fait, parmi les problèmes qu'il y a eu, et c'est même la communication via Twitter de OpenAI qui en a parlé, il y a des utilisateurs qui ont pu avoir accès à l'historique des prompts des autres utilisateurs. Donc, niveau information personnelle, confidentielle, ça commence à être problématique. Donc là, on est sur, on va dire, d'un point de vue consommateur. Maintenant, si on voit d'un point de vue plus entreprise, ben en fait, l'IA générationnelle textuelle, c'est vraiment très pratique pour tout un tas de choses, et donc on devrait tenter d'utiliser ce genre de modèle-là. Et Samsung en a fait à ses dépens. En gros, ils ont mis beaucoup de code en ligne pour essayer de l'améliorer, d'avoir des retours, etc. Et ben ce code, en fait, tout comme j'ai parlé qu'on a scrappé des données pour entraîner le modèle, en fait, tout ce qu'on va rentrer en continu va entraîner le modèle, et donc va se retrouver dans le jeu d'entraînement. Et donc, ça peut ressortir à tout moment. Donc, tout ce qui va être données confidentielles d'entreprise peut se retrouver dans l'output de quelqu'un d'autre quelque part à un moment donné. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez problématique en termes de sécurité. Et je vais conclure sur une ouverture, parce que ChatGPT n'est pas la seule solution. Ils ont un coup d'avance, mais beaucoup de concurrents sont sur le coup, et notamment des concurrents plutôt ouverts. Je pense à Open Assistant, donc là qui met un gros focus sur l'aspect vie privée, et aussi maintenant on va avoir des versions logicielles donc installées sur les ordinateurs qui tournent assez facilement. Donc ça c'est la prochaine étape qui va nous intéresser. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup, Julien, pour ce focus sur ChatGPT qui nous a permis de cerner un peu différents points concernant l'intelligence artificielle. Et puis, je vais passer la parole à Noah et Gabriel pour la suite des interventions. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Louise. Merci, Julien, pour ce focus et qui nous a servi aussi d'une belle introduction pour ce live. Je vais maintenant adresser à Florence. Je vous laisse d'abord vous présenter. Oui, donc je suis Florence Dalchebu, je suis professeure donc, à Télécom Paris. Je suis chercheuse en machine learning depuis pas mal de temps et je travaille sur des problématiques qui consistent à prédire à partir de données comment avoir des outils qui permettent de prédire des graphes, des images, des résumés. Je m'intéresse aussi beaucoup à l'IA explicable et fiable, avec des applications aussi pour l'industrie en détection de défauts.
et en robustesse. D'accord. Merci beaucoup. On a eu une introduction avec Julien. On va peut-être continuer un peu dans cette voie-là. Est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un état de l'art de l'intelligence artificielle dans un contexte plus général? Oui, alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle dont on parle et dont a parlé Julien, c'est essentiellement une intelligence artificielle basée sur les données, tirée par les données. Je vais revenir un petit peu sur les autres types d'intelligence artificielle après, mais dans cette intelligence artificielle-là, qu'on associe souvent au terme d'apprentissage artificiel, on va s'intéresser à résoudre des tâches complexes qui sont habituellement associées à l'intelligence. Et on va le faire non pas en se basant sur un programme dédié avec un jeu d'instructions qui résout parfaitement la tâche, mais au contraire, on va doter ce programme de capacités d'apprentissage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a collecté des données, par exemple des données qui sont autant d'exemples de la tâche qu'on veut résoudre, donc une entrée, une sortie, on va essayer, à partir de ces données, d'apprendre un système qui fait passer de l'entrée à la sortie. Par exemple, prenons une tâche de classification d'images. J'ai une image médicale, je veux établir une proposition de diagnostic, eh bien, je vais collecter auprès d'un médecin, auprès d'un hôpital, un ensemble d'images que le médecin, l'expert va annoter, et je vais fournir à mon programme d'apprentissage ces données. Le système va s'entraîner, va chercher des régularités et va finalement être capable d'associer à une image une proposition de diagnostic. Donc là, c'est vraiment l'IA tirée par les données. On a vu avec Julien l'importance des données, par exemple, dans ChatGPT. C'est une IA, cette intelligence artificielle-là, qui est vraiment très solidement fondée sur les statistiques, la théorie des probabilités et bien sûr tous les progrès qu'on a pu faire en informatique et notamment en base de données. Ce qui est extrêmement important, c'est de rappeler effectivement que l'intelligence artificielle, les premières personnes qui ont pensé à cette intelligence des machines, finalement, c'est par exemple Alan Turing, qui en 1937, lors d'une conférence auprès de l'Académie royale britannique, avait, en tant que visionnaire, dit que si on s'attaque à de l'intelligence des machines, il faudrait doter de ces machines des capacités d'apprentissage, sinon on n'arriverait pas à atteindre une forme d'imitation de l'intelligence. Et puis cette intelligence, en fait, elle ne s'est pas développée qu'autour des données, il y a eu vraiment deux voies. Il y a une voie qu'on appelle souvent neurocybernétique, c'est-à-dire qu'il y a eu une collision d'intérêts entre des physiologistes qui modélisaient les neurones formels, les premiers modèles dès les années 40, et de l'autre côté, des informaticiens qui avaient accès à des ordinateurs au départ peu puissants, mais qui commençaient à modéliser des réseaux de neurones, des perceptrons dans les années 50. Et cette voie-là s'est poursuivie jusqu'à atteindre dans les années 80 un pic assez important, puisqu'il y a eu la découverte d'un algorithme puissant qui s'appelle l'algorithme de rétroversion de gradient, qui a permis d'apprendre des réseaux de neurones, donc des neurones en couches formelles, qui est une modèle extrêmement simple des neurones que nous, on a dans notre cerveau, mais qui ont permis de résoudre des premières tâches de classification en s'appuyant sur des données. Pendant que ce mouvement se faisait du côté de cette neurocybernétique, du connexionnisme, donc de cette approche réseau de neurones, il y avait une autre approche qui se développait, qu'on appelle IA symbolique, plutôt basée sur l'idée qu'on va résoudre des tâches complexes en simulant le raisonnement humain. Donc, on a eu une intelligence artificielle qui s'est développée autour de Lisp, autour de Prolog, autour de langages qui étaient propres à représenter et à manipuler des connaissances et des raisonnements logiques. Actuellement, il est vrai qu'il y a un petit peu d'hybridation de ces deux approches, mais c'est vraiment l'approche, disons, fondée sur les données qui a pour l'instant, disons, donné les plus grands résultats. Et ce n'est qu'il y a 15 ans, en fait, un petit peu moins de 15 ans, que le deep learning a vraiment explosé. Et le deep learning, qu'est-ce que c'est? C'est des outils d'apprentissage automatique, toujours fondés sur les données, mais avec des modèles complexes, voire parfois surparamétrisés.
pourquoi ces modèles sont apparus et pourquoi ils obtiennent aujourd'hui des résultats spectaculaires, c'est qu'on a eu convergence de 3 choses. Une théorie basée sur les statistiques assez avancée, une meilleure compréhension des modèles qui étaient nés dans les années 80 et une puissance de calcul tout à fait intéressante et surtout un accès aux données, notamment via le web, extraordinaire, avec la possibilité de manipuler et de collecter un très grand nombre de données. Merci beaucoup pour cet état de l'art et ce petit retour historique sur l'arrivée de l'intelligence artificielle. Vous avez parlé donc de plusieurs approches différentes et on voit aussi aujourd'hui que l'intelligence artificielle peut traiter plein de tâches différentes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces tâches-là? Est-ce que l'intelligence artificielle peut vraiment résoudre tous les problèmes ou alors à chaque problème, il y a une approche différente à avoir? Alors, ce qui est très intéressant dans votre question, c'est vraiment, il faut savoir que l'intelligence artificielle, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, peut résoudre beaucoup de problèmes. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle basée sur les données, de type machine learning ou deep learning, on distingue l'intérêt de l'IA ici parce qu'il y a la possibilité de collecter des données et on pense que grâce à un nombre grandissant de données, le système va s'améliorer. Pour certains problèmes, je pense par exemple des problèmes de logistique dans l'industrie, on n'aura pas forcément besoin d'IA, simplement de l'optimisation, des outils assez classiques permettront de résoudre. Je fais juste cet aparté. Ensuite, effectivement, dans les tâches qu'on va pouvoir réaliser avec l'IA, on a bien sûr des tâches qu'on appelle habituellement tâches de perception, c'est-à-dire reconnaissance d'images, prévoir un score ou une valeur ou même un vecteur, on a parlé de vecteur tout à l'heure, à partir d'une entrée. Donc, on va parler d'apprentissage supervisé dès qu'on aura une entrée, une sortie et qu'on veut prédire une sortie à partir d'une entrée. Ça, c'est un grand pan du machine learning et de l'IA tiré par les données. Un autre grand pan, c'est tout ce qui concerne l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire j'ai des données, je veux extraire des connaissances à partir de ces données et je vais à nouveau travailler sur un ensemble de données en cherchant des régularités, soit en les regroupant pour faire du clustering, qui va me permettre d'identifier par exemple les comportements de consommateurs, parmi une cohorte de consommateurs ou une cohorte de patients, par exemple, ou alors je vais m'intéresser, comme ChatGPT, à de la génération de données, c'est-à-dire à partir des données que j'ai, je vais essayer d'inférer la distribution de probabilité de ces données et je vais ensuite pouvoir, une fois que j'ai mon modèle, régénérer des données. Ce qui est intéressant dans ChatGPT, c'est que c'est des modèles génératifs conditionnels, c'est-à-dire je fournis une entrée et on va compléter l'entrée, comme l'a très bien dit Julien, et on est sur des modèles probabilistes conditionnels à l'entrée. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Ce qui est intéressant il y a quasiment une tâche d'IA, machine learning qui naît chaque jour. Donc, je n'ai certainement pas fait le tour. Peut-être que pour l'industrie, on peut penser apprentissage supervisé, on est dans du diagnostic ou de la prévision, et dans le non supervisé, on est plutôt dans la détection, et par exemple, ça peut être de la détection de défauts. Voilà des choses qui vont typiquement intéresser au plus près l'industrie. D'accord, merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, dans l'apprentissage fondé sur les données, donc ce qu'on appelle plus communément le machine learning, on a l'apprentissage supervisé d'un côté et l'apprentissage non supervisé de l'autre, avec les Oui. exemples dont vous avez cités. On a vu donc les tâches que permettent de réaliser l'intelligence artificielle, mais comme l'a souligné auparavant Julien, il y a aussi des challenges. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des challenges que font face ces différents types d'apprentissage? Oui, absolument. Alors, à partir du moment où on a un système dont la conception, c'est-à-dire le système qu'on met dans les mains de l'utilisateur, est un système qui est fondé sur des données, eh bien, on va avoir déjà des défauts ou des risques qui sont associés aux données d'apprentissage, les données d'entraînement qui ont permis de construire ce système, par exemple ce système de classification ou de diagnostic. Donc, on va devoir différents problèmes. Mes données peuvent contenir des biais,
Donc, effectivement, ça aussi, ça a été évoqué. Des biais, parce que je n'ai pas pu collecter, en fait, des données. Je m'intéresse à un diagnostic médical, mais j'ai collecté uniquement des données d'une certaine classe de population. Je n'ai pas toute la distribution en âge, je n'ai pas toute la distribution concernant différents facteurs. Et donc, à ce moment-là, le système que je vais construire va avoir un biais, c'est-à-dire qu'il il y a un risque que je traite moins bien une partie de cette population de patients. Et puis, il y a les questions de robustesse. Si pendant l'entraînement, j'ai fourni à mon système d'apprentissage des données qui sont bruitées, qui ont un certain nombre de défauts, qui sont des outliers, eh bien, mon système aussi, finalement, sera biaisé et sera impacté par ça. Donc, on a cette histoire des biais, on a cette histoire de la robustesse, on a le fait aussi que ces systèmes-là vont être souvent des boîtes noires, puisque quand ils vont être appris à partir d'un très grand nombre de données, on va avoir un très grand nombre de paramètres dans le modèle, et même si mathématiquement, on sait décrire et programmer ces modèles, bien entendu, eh bien, on va avoir du mal à tracer un lien entre la sortie et l'entrée et quels sont exactement les paramètres. Donc, il va y avoir une problématique de transparence, d'interprétabilité, voire d'explicabilité, c'est-à-dire que le médecin, par exemple, pour s'appuyer sur un système comme celui-là, souhaitera connaître exactement quels sont les symptômes, les paramètres qui ont permis en fait d'aller vers telle ou telle proposition de diagnostic. Donc ça, ce sont des points importants. Ce qui est important aussi, c'est que l'IA est un outil, un peu comme les algorithmes en finance, un outil qui va devenir performatif, c'est-à-dire qu'en fait, quand on utilise cet outil-là, on a une certaine normalisation, c'est-à-dire que si vous avez des décisions qui sont toujours prises avec le même outil, on risque en fait de vivre dans un monde fermé et on a l'usage en fait de l'IA, comme on le voit par exemple sur les réseaux sociaux, par exemple dans la recommandation, risque en fait, par exemple, on a un risque d'usage qui est d'enfermer, par exemple, une communauté sur un réseau social. Toujours, on va rester entre soi, on va regarder, typiquement, on va nous recommander, en fait, toujours le même type de contenu. Donc, il y a des risques qui sont liés à l'usage et qui concernent, je dirais, plus là, la sociologie. On va plus interroger, en fait, nos collègues des sciences humaines pour aller interroger ces usages-là. Ouais, merci beaucoup, c'était super intéressant et c'est vrai que ça rebondit un peu sur les réseaux sociaux. Quand on regarde l'algorithme qui nous recommande des vidéos sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux, c'est vrai qu'on se demande un peu comment il fonctionne et à un moment si ça tourne en rond. Et vous avez parlé donc de travailler avec des collègues en sociologie comme solution. Est-ce qu'il y a une solution à ce biais de connexion? Parce que ça me fait penser à ce qu'a dit Julien avant. Est-ce qu'il y a des gens qui vont regarder avant les images pour voir s'il n'y a pas ce biais, afin d'éviter ce biais? Alors, il y a un certain nombre de solutions techniques, que ce soit sur l'équité, donc la correction des biais de sélection, que ce soit sur établir des certificats de robustesse. Il y a tout un mouvement en ce moment dans l'intelligence artificielle, en recherche académique et également dans l'industrie, pour concevoir des propositions techniques. Et un exemple que je prends, donc à Télécom Paris, nous, on discute avec nos collègues en droit, en sociologie, en éthique, pour aussi relier, en fait, les efforts qu'on fait, les solutions techniques à ces desiderata. Et il faut parler, en fait, de quelque chose qui est en train de se construire au niveau européen, l'AI Act, qui va donner, en fait, un certain nombre de guides et même qui va imposer, en fait, c'est un certain nombre de propriétés que devront avoir les algorithmes pour permettre plus de fiabilité, plus de confidentialité, plus d'explicabilité ou de correction de biais. Donc, pour revenir sur la question, sur la sélection de biais, il y a des techniques statistiques pour redresser en fait
le déséquilibre, par exemple, entre distributions. Il y a des techniques pour, tout à l'heure, Julien a parlé de word embedding, de word2vec et de représentation des mots comme des vecteurs. Eh bien, ces représentations elles-mêmes peuvent être biaisées. Il y a des techniques pour modifier ces représentations. Il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent là-dessus. D'accord, ok. Une dernière question qui coupe un petit peu, mais vu que c'est votre domaine et puis en tant qu'étudiant aussi, c'est une question qui m'intéresse. C'est vrai qu'on a des cours sur l'intelligence artificielle. On voit un petit peu les bases, les principaux modèles, les algorithmes qui se cachent derrière. Quelles sont les attentes de l'étudiant un peu dans le monde professionnel? Comment ça va se passer à cette transition? Parce que moi, je ne suis pas encore dans ce monde-là, j'ai bientôt. Est-ce qu'on va appliquer ce qu'on voit en cours? Comment ça se passe, vous qui avez plus de recul? Alors, effectivement, comme vous le savez, il y a un grand nombre de postes en ce moment dans ce domaine, dans l'industrie. On va souvent travailler en équipe. On va être très lié, bien sûr, l'IA va être extrêmement lié, proche de la science des données. Donc, on va avoir des data scientists qui vont avoir souvent la capacité d'aller au-delà de l'état de l'art et d'aller forger éventuellement de nouveaux algorithmes ou de les incrémenter ou de les réutiliser dans un cadre particulier pour une application donnée. Il y a souvent on va souvent avoir deux fonctions, hein. Quelqu'un qui va être un petit peu plus proche des données, hein, des bases de données, de la collecte de données et de la gouvernance des données. Hein, ça va être une autre fonction. Et souvent, au cœur de ces équipes, il y a des gens qui vont être plus aptes à définir et à partager avec les demandes du métier et qui vont finalement rédiger des cahiers des charges, étudier les spécifications. Il y a peu, d'ailleurs, on le voit même dans les publications scientifiques, ça va être vraiment un travail en équipe. Il y a énormément de choses à faire et donc c'est rare, je pense, qu'un data scientist, ou un chercheur un ingénieur en IA va jamais se retrouver seul, il sera certainement en équipe et travaillera selon un petit peu ses souhaits, en fait, soit au plus proche des données, soit au plus proche des algorithmes. D'accord. C'est pareil comme ça. Ok, bah, c'est rassurant et puis comme ça, il y en a un peu pour tous les goûts. Merci beaucoup, Florence. J'ai encore plein de questions qui me viennent, mais le temps file. D'ailleurs, j'invite à ceux qui ont des questions, qui nous regardent, à les poser dans le chat. On y répondra à la fin. Et je laisse la main à Noah pour la suite. Merci Gabriel. Donc maintenant, je vais pouvoir interroger Darcy Bounou. Donc, vous êtes fondateur de la société Dianalyse Signal. Est-ce que vous pouvez vous présenter, en fait, parler de votre parcours, décrire les activités de votre entreprise, s'il vous plaît? Par contre, je crois que votre micro n'est pas activé. Voilà, parfait. C'est bon. Donc, merci de l'opportunité qui m'est faite de présenter ma société, mais aussi de me présenter. Donc, Darcy Bongo-Tchoumou, fondateur et dirigeant de Dianalyse Signal, qui est une société d'ingénierie et d'études techniques en surveillance des machines industrielles. Donc, j'ai un profil plutôt technique, avec un master en conception mécanique, une thèse en traitement du signal appliqué à la surveillance des machines industrielles. Et c'est en 2015 que j'ai créé Dianalyse Signal, qui aujourd'hui a 8 ans d'existence. Et on propose au marché une intelligence artificielle qu'on a baptisée Leslie, qui va être capable d'exploiter des données déjà disponibles sur des équipements automatisés, c'est-à-dire les données vont provenir des automates et des commandes numériques, qui sont en quelque sorte des ordinateurs de bord des machines. Et donc, on va pouvoir traiter ces données pour pouvoir anticiper des défaillances. Florence a parlé en introduction de 2 types d'intelligence artificielle, les supervisées à l'exemple du chat GPT et des non supervisées qu'on trouve particulièrement dans l'industrie pour du diagnostic ou de la détection. Leslie est une intelligence artificielle non supervisée qui, elle, va comprendre le fonctionnement de référence des équipements dans différents types de process et va être capable d'anticiper des défaillances et d'extrapoler, voire justement estimer la durée de vie résiduelle avant une défaillance critique.
Donc, voilà ce que je peux dire en introduction. Merci beaucoup. Vous disiez déjà que le secteur industriel était rempli d'automates. Qu'est-ce que Leslie, du coup, votre IA, peut apporter en plus? Justement, dans l'industrie, il y a pas mal de data parce que justement, les machines, pour fonctionner, pour répondre à des notions de contrôle et de commande, ont nécessairement des données, notamment le courant, la vitesse, mais aussi les positions des capteurs, 0, 1, sur, par exemple, des convoyeurs où on va pouvoir détecter le passage d'un produit en production. Toutes ces données, aujourd'hui, permettent à contrôler et à piloter une production. Exactement comme nous, dans nos voitures, on a des compteurs de vitesse, de tours par minute qui nous permettent de conduire, donc de piloter. Mais le plus, c'est que Leslie va exploiter ces données pour faire du diagnostic. Par exemple, pour ramener ça à un véhicule, on pourrait utiliser le couple moteur pour pouvoir, par exemple, détecter la perte de tension d'une courroie de distribution. Et c'est typiquement cette application qui apporte un plus sur des machines automatisées qui aujourd'hui ont déjà des données de disponibles. Et nous, on va venir avec cette couche logicielle, sans rajouter des capteurs supplémentaires, pour pouvoir apporter derrière une fonctionnalité de diagnostic et d'anticipation des défaillances, et de dégradation, donc de pronostic. D'accord. Vous dites que Leslie permet donc de prévoir des défaillances. Est-ce que vous pensez que en fait, Leslie, du coup, pourrait être un instrument pour accompagner la transition écologique en fait, en permettant au matériel de fonctionner plus longtemps? Oui, effectivement. Sur ce point, je souhaiterais présenter un slide. Vous allez me dire si c'est bon pour vous. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui, on le voit. On voit ce slide. Bon, justement, le sujet de maintenance prévisionnelle, il y a pas mal de fantasmes et d'attentes sur ces technologies-là que je pourrais présenter par ce slide. C'est-à-dire, on va parler dans l'industrie 4.0 de maintenance prédictive, parce que c'est justement le terme très marketé. Et derrière cette maintenance prédictive, on s'attend un peu à avoir une boule de cristal qui va être capable de prédire, s'il faut bien employer ce terme, de prédire les dégradations, mais aussi la durée de vie résiduelle. En d'autres termes, faire un pronostic sur la vitalité, la durée de vie résiduelle d'un équipement. Ces attentes, justement, par rapport à l'inconscient de tout le monde, on est un peu déçus. Parce qu'en fait, dans l'industrie, les intelligences artificielles, ce n'est pas une boule de cristal, donc elle ne va pas être capable, avec un coup de bâton magique, de pouvoir deviner ce qui va se passer dans le futur. Elle va plutôt comprendre un fonctionnement et à partir de cette compréhension, pouvoir extrapoler ou estimer ce qui va pouvoir suivre. Raison pour laquelle je pense que c'est important de préciser que sur ces sujets, je pense que c'est plus judicieux de parler de maintenance prévisionnelle, parce que là, en l'occurrence, le terme est bien employé et d'ailleurs fait partie de la norme, où l'on va pouvoir prévoir à partir des observations actuelles ce qui va se passer par la suite et non prédire dans le terme de boule magique qui va pouvoir voir l'avenir, ce qui va se passer. Donc, effectivement, on a la promesse est quand même énorme. Justement, par rapport à Leslie, on va pouvoir, que ce soit Leslie ou les intelligences artificielles au sens large dans l'industrie, que ce soit des intelligences artificielles supervisées ou non supervisées, on va avoir des gains qu'on va pouvoir attendre sur justement la réduction des arrêts non planifiés. Et là, on va parler justement des disponibilités des équipements. L'idée est de pouvoir anticiper les défaillances pour ne pas subir les pannes. Donc, il ne s'agit pas d'empêcher que la panne arrive, mais plutôt d'apporter l'information assez tôt de la dégradation pour pouvoir justement agir sur l'équipement pour le faire durer dans le temps.
Si on le compare, par exemple, à notre vie de tous les jours, si on est malade et qu'on nous donne un pronostic vital engagé sur 3 mois, on aurait bien préféré qu'on nous fasse un diagnostic assez tôt, pouvoir se soigner et pouvoir vivre le plus longtemps possible. Donc là, typiquement, l'une des promesses, c'est de pouvoir justement détecter assez tôt les défaillances pour pouvoir proposer des actions correctives pour remettre l'équipement en conditions opérationnelles. Nécessairement, ça a un impact sur les organisations, c'est-à-dire pouvoir anticiper une défaillance, c'est bien. Derrière, il faut que les équipes autour, l'homme autour de la machine, soient organisées pour le faire. D'où la notion aussi de maintenance prévisionnelle, c'est-à-dire organiser les équipes, planifier leurs interventions dans le temps pour qu'ils puissent derrière optimiser leur temps et être proactifs sur les besoins en termes de remise en conditionnel de la machine, de remise en conditions opérationnelles de la machine. Tout ceci va forcément générer des économies. Des économies que ce soit sur des pertes de production, c'est-à-dire des arrêts intempestifs, donc du coup la machine ne produit pas et donc perd en rentabilité, mais aussi sur des surconsommations. Une machine bien surveillée, dont on sait garantir qu'elle est dans un fonctionnement de référence, forcément est dans des standards de consommation. Et si jamais elle surconsomme, ben on sait agir assez tôt pour pouvoir justement la ramener dans son état de fonctionnement standard. Et là, pour le coup, ça a un impact écologique, notamment sur une période où la consommation d'énergie est un sujet primordial. Ben, c'est des solutions qui vont permettre de pouvoir optimiser les consommations énergétiques. Donc, voici un peu comment une intelligence artificielle peut apporter justement de la valeur dans l'industrie, mais au sens large, sur des problématiques de développement durable. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler des prochaines étapes liées à vos activités, s'il vous plaît? En considérant que les intelligences artificielles sont performantes, voilà, la vraie question pour l'industrie, c'est leur acceptation. Donc là, par exemple, le prénom, voilà, Gabriel posait la question à Florence, ben, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Évidemment, il va falloir travailler sur les algorithmes, il va falloir appréhender la data. Florence disait, soit vous êtes du côté de l'algorithme, soit vous êtes du côté de la data. Effectivement, être du côté de la data, pour moi, c'est être du côté de la fonction métier. Et être du côté de la fonction métier, finalement, c'est de comprendre les process de l'entreprise, qu'on soit dans la finance, le chat GPT ou l'industrie, ben, comprendre les process et pouvoir finalement les adapter pour pouvoir derrière adopter ces technologies, former les utilisateurs pour que derrière, ça rentre de manière naturelle dans leur mode opératoire, s'il faut parler par exemple de la maintenance. Donc là, typiquement, le gros travail pour nous, au-delà de la partie technique, c'est de pouvoir packager la solution techniquement, mais aussi sur les process industriels pour que derrière, ce soit une solution qui vienne se matcher parfaitement sans que ce soit rejeté ou mis à l'écart parce que on arrive avec des solutions qui vont bouleverser les habitudes et les modes de fonctionnement. Donc, il y a un gros travail pour nous sur les modes opératoires et techniquement pour que ce soit bien accepté. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. On a encore beaucoup de questions, mais je vais devoir passer la main à Gabriel. En tout cas, on vous souhaite de tout cœur bon courage pour la suite de vos activités. Merci. Merci beaucoup, Noah. Je vais interroger Axel. On va switcher en anglais. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? So now we speak English for Axel. Axel, maybe can you present yourself? Can you introduce yourself and your company? Yeah, sure. So if you want, I can also start to present on slide just to have something to look at while I speak. Here we go. So can you see the screen, right? Yeah. Okay, it's full screen. Maybe not really. Okay, now it is. So
Hello, everybody. Thank you for inviting me. And my name is Axel Locemascolo, and I'm a data scientist at 3B. What is 3B? It's this agrotech company that is trying to monitor the hive status. So the health of the bees and how good is their environment, how good is the biodiversity environment around the bees, and we try to do that in different type of ways. So as I'm a data scientist there, my role is a little bit different than the main objective, but still we have a lot of data to deal with, so there is a lot of work to be done, let's say. Thank you for this introduction. We can delve into your subject. Can you present what is the purpose of your activity? How do you preserve the environment and the sustainability of the bees? Yeah, sure. So the main device that our companies use is this HiveTech technology. So it's basically a device that you can put under the beehives. So here's where the bee lives. And with this device, you can monitor the status of the hive. So you have some sensors that go inside and you can monitor the temperature, you can monitor the humidity and the noise that the bee makes. And with this device, this is how the startup started. So it started as this agrotech startup in 2017, and then we developed this technology more and more. And now in some years, there is a network of around 10,000 beekeepers throughout Italy who use this technology. And why it's important to monitor the bees' health, because this can optimize the production of the honey, and it also prevent problems for the bees, because there are some problems that you can see by monitoring these variables, and you can prevent these problems like diseases of the bees or bees that do not have enough food to live. And we are expanding with this program. We started in Italy, the company is based in Milan, but we are now expanding also in France and in Germany. Great. So you're coming in our country. Yes, we're coming to invade you. Okay, can you maybe say, I got just a first question. Is it so you maybe can you present the algorithm and tell us if it's a supervised or non-supervised algorithm, as Florence explain a little bit about this kind of algorithm? Yeah, sure. So in our case, we are interested in monitoring the bee status both with ground sensors. So this type of sensors that you can put under the beehives or on the ground, but also with remote sensing data. And we have a partnership in collaboration with ESA, the European Space Agency, when we try to monitor the status of the bees looking with satellite data, so from high above. And why is this important? Because if you can manage to look, for instance, for the vegetation that you have in a certain area, that you can start to develop some other indices and some other variables that are related to the classification that you have. So the main task that we do have now is to classify each pixel of an image, which is a map, basically. So an image taken from a satellite. And if you want to classify it, then you have different classes. And here, for instance, you have an example of what would it look like. So here, all the red pixels are houses. All of these other brown pixels are crops, and these are green pixels are, for instance, some woods that you have in this area. And why is it important to know what is the land cover of a map? Because then, for instance, you can map each class, for instance, with the nectar potential. What is the nectar potential? Well, each plant has a different amount of nectar that it produces during the year. And if you know how much nectar a plant produces, then you can map this information on top of the vegetation tag that you have. And then you can have this kind of nectar potential map. And why is it important? Well, let's say that you want to put a hive somewhere here. So you want to put some hives to cultivate some bees, let's say. Then it's more helpful if you put it in a place where they have more nectar potential instead of the places where they do not.
And you can also monitor, is this a suitable environment for the bees or not? So this is why the type of task that we try to do. So it's mostly a classification type of task. Okay, great. And are you doing this on your own for the government, for the business? Who are your clients? Who are your clients? So our clients are mostly other businesses, so other companies, because after you know that you can monitor an area with ground sensors and with the satellite data, then you can start to analyze the area. And you can do two things. You can do certifications. So you can say, okay, you are a business, you want to know how much biodiversity is in a given area. I can certify you that with our tools, we know that there is this amount of pollinators and that amount of other type of biosystem by some measure. And if you then want to improve that area, like with reforestation or other actions, then we can also say, look, from this year to this other year, you improved that much. And why do businesses care about this? Because it's a market. So it's a market both for the companies and for the consumers, so that you can present your areas, and you can also say to the public that you're doing this type of reforestation programs, for instance, for the environment. And also we also do these reforestations ourselves. So we also go around and plant trees. Now we are doing it in Italy, but I think we will do it also in other countries. And so we can both certify that there is a given status at one point. So we do a snapshot of a situation, but we also go there, we plant some trees, and we are specialized in the trees that are needed for the bees environment. So all of the bees that have the highest nectar potential. And we also try to bring the trees that are local, so the trees that could survive in that place. And so we do these reforestation programs, and then after some year, we can come back and say, look, this area now it's better than before. And so this is mainly the focus of this project. Okay, that's a really great project, a really great example of the use of AI for the environment. Maybe let's focus on how you develop the algorithm. I got a question. What are the main difficulties you faced when developing this AI? Yeah. So one of the main difficulties is that in order to train this vegetation classifier, let's say, also land cover classifier, because it's not only the vegetation, you need to start with the good data. So you need to have some available maps, and there are many different types of available maps that you can find online. For instance, there is this Copernicus program, which is funded by the European Union. And already there, they have available many different maps where they map the vegetation, where they map the environment, and you can start with those. But usually they don't have all of the labels that you need. For instance, some of the labels that we need are, is there an acacia tree? Is there a chestnut tree in that place? So we need the specific plant, because each plant has a different amount of nectar that it produces, for instance. And so it's not enough to know that this pixel is green because it's vegetation. We actually need to know which type of vegetation it is in order to improve our tools. And so all of our tasks involve both founding the ground data, for instance, by looking at the forest maps of each regions. For instance, in the region where I live, the Lombardia region, there are regional maps where they show which type of vegetation you have in which place. So you know that here there is a woods of one kind, here there is a woods of another kind, and you can start to merge this type of maps with other maps in order to have a ground truth value, which is more useful. So this is one first problem, having the right labels. And then you also need to have the right features, let's say. So the inputs that you give to the model in order to predict the vegetation. Here, for instance, I show you the NDVI, which is one index that we use. So it's an index that goes from 0 to 1,
and the closer it is to 0, and this means that the vegetation under that pixel is not green at all. So it's red or it's some other type of vegetation. While if it's closer to 1, that means that the vegetation is it's much more green. And so just by looking at this index, we try to make the vegetation prediction. So we look at the NDVI for a whole year, and we see, okay, can we predict from this NDVI series what is the vegetation of that pixel? And we try to work with that, and we have some success for some species, let's say. Okay, great, thanks. Florence was talking about bias in data, and you told us about coming in France. Is there like a bias between, I don't know, Italian data and French data, or is it okay? Of course, there is some bias because, for instance, if you look at the NDVI, it really differs by latitude. So each latitude has a different value. It also differs if there are different species. It differs by altitude. So if you're high on the mountain or low on the sea, it has some effect. And you know, the first thing that we try to do is try to predict where the data is similar. So for instance, one thing that we tried is to predict for the whole Lombardia region, which is the region where we live. So it's not the whole country, but still it's a lot of data. So if you want to do a prediction, you include the whole Lombardia region, and maybe you try to divide it into a trained data set and into a test data set. So here, for instance, the red squares correspond to the test data set, and the blue squares correspond to the train. So you train your algorithm on all the squares where you do have the data, and then you test it on the squares where you don't have the data. But then this is not enough, because this is all the data that you started with. So you have not gained any more information. What you can then do is to find another pixel here. So outside of the map where you do have the data. And the thing is that if this data here is similar enough to the data that is around, then you can use the same model to predict the pixels where you don't have the data. So this is the whole point of this type of classification task. And so the big problem is, are those 2 points similar enough? So if I use one model which is trained on the Lombardia region, can I use it in France? This is not obvious at all. And we are trying to see how many variables we need to take care of, how many features do we need. Of course, for instance, only the NDVI, it's not enough, because it's just one variable. We need more, but we are improving step by step. Okay, thank you for this explanation. It's very clear. Our last question, what are the different skills required to work with AI, according to you? So I think that there are a different set of skills, some that are similar to a programmer's, let's say, some that are a bit different. In my case, for instance, I'm not really a machine learning researcher. I'm a machine learning doer, let's say. I'm a person that uses machine learning tools, algorithms that other people have developed in order to solve a problem. So my job is actually to use a little bit of programming, is to clean the data and put it in the right place. So there is a lot of data cleaning, data processing, data consolidation, all of these stuffs that are maybe more suited for a data engineer, let's say, but sometimes data scientists also do that part. And then you need to have some good programming skills, and you have to be able to program things with the right type of code, a code which is a bit different than what the usual programmers use, let's say, because sometimes, you know, when you code, you think about the software first, and then you think about the data. What the data scientists usually do is they go the other way around. So they think first about, okay, how is the data? How is it structured? How can I run this code without crashing my machine? So first comes the data, and then comes the software. So I think this is a bit of the peculiarity of data scientists.
So apart from that, good programming skills, good logical skills, because still, even though you don't know how your models work, because you're not a researcher, you still need to have a sense of how you can improve the hyperparameters or things like that. You still need to have a sense of what does it mean that this variable goes down and this goes up, and so on. So it's really a hands-on job. You need to try a lot of things, see what it works, and you continue with that. Okay, great. I hope I have those skills to work with you in Italy. Thanks a lot thanks a lot for this interview. This was the first interview in English in this webinar. We'll now switch back in French. Et merci beaucoup, Axel. Et je vais passer la parole à Noah pour notre dernier intervenant. Merci Gabriel. Donc maintenant, je vais interroger Quentin Loège. Vous êtes donc chef de projet chez Schmidt Group. Est-ce que vous pourriez vous présenter également Schmidt Group pour ceux qui ne connaissent pas encore cette entreprise et ce que vous y faites, s'il vous plaît? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Du coup, il y a quelques étudiants parmi nous, alors je vais rapporter un peu de contexte sur ma formation. C'est toujours utile de voir ce qu'on peut faire en sortant de l'école. Moi, j'ai fait mes études aux arts et métiers où j'ai étudié le génie industriel, donc, comment on fonctionne et on fabrique une usine. Puis ensuite, j'ai complété ma formation par un cursus au Karlsruhe Institute für Technologie en Allemagne où j'ai parlé un petit peu d'automatisme et de data science. Donc j'ai pas la chance d'avoir un profil aussi IT que peuvent l'avoir les étudiants du groupe IMT. Par contre, j'ai ce côté opérationnel du terrain qui permet d'aller voir, et je pense que c'est aussi un fil rouge sur ce webinaire, comment on parvient à apporter des briques technologiques aux opérationnels. Voilà. Donc moi aujourd'hui je travaille chez Schmidt Group. Schmidt Group, c'est le premier fabricant français de mobilier à travers les marques Cuisinella et Cuisine Schmidt. C'est le 5e fabricant européen, donc ça représente à peu près, pour donner un chiffre, ça représente 1000 cuisines par jour qui sont fabriquées sur nos 6 sites de production. La particularité de notre procédé, et ça va dans le sens de ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de données, puisque notre process aujourd'hui, il réalise en fait des produits qui sont 100% sur mesure. Ça veut dire que à partir d'une commande client magasin, on va dynamiquement industrialiser le produit sur l'ensemble de nos lignes. Donc on n'a pas de notion d'option ou de notion de gamme comme on peut retrouver dans les autres secteurs industriels. On va vraiment percer schématiquement le trou de l'étagère à l'endroit où le client l'a demandé. Merci. Justement, vous parliez de formation. Quel est le profil d'étudiant que vous recherchez dans votre domaine en fait? Alors, donc, tout ce qui concerne l'IA, donc nous on est une petite équipe qui travaille autour de la data science et on travaille dans un service qui est l'automatisme et l'informatique industrielle. Donc, une grande qualité, ça va être la capacité d'abstraction, c'est-à-dire de pouvoir finalement aller lire, aller voir qu'est-ce qui peut être intéressant de faire avec les données qu'on peut avoir. Mais ce n'est pas le plus important. Je pense que le plus important, c'est l'envie d'apporter des progrès concrets aux opérationnels. Quand on se promène dans une usine, on ne se pose pas la question des problèmes qu'il y a. Enfin, on n'a pas besoin de chercher les problèmes. Il y a des irritants un petit peu partout. Et donc, finalement, on va avoir envie d'aller résoudre ces problèmes-là et aider les gens au quotidien. C'est la première qualité, j'allais dire, plutôt une qualité humaine qu'une qualité de formation, mais voilà. Et puis une troisième qualité qui est très importante d'avoir, enfin, troisième, j'allais dire plutôt compétence de formation, c'est tout ce qui concerne l'expertise sur des systèmes d'information. Alors, de production idéalement, mais c'est vrai que l'industrie est tellement en train de se digitaliser que finalement, on se rapproche de plus en plus de l'IT. J'ai une petite vidéo si vous souhaitez pour illustrer notre procédé. Je peux vous montrer à quoi ressemblent un petit peu nos usines. On va bien, ça serait très intéressant, s'il vous plaît. Je vais essayer de prendre la main.
Tac, partager. Est-ce que vous voyez mon écran? On va voir votre écran, oui. Voilà, donc là, on se trouve dans l'un de nos sites de production sur Célesta. Donc là, on fabrique essentiellement de l'habitat. Donc, c'est des lignes de débit plaquage. Donc, schématiquement, on va découper des pièces à partir de panneaux plat format. On va ensuite les plaquer. Pour des raisons d'optimisation, on a plein de problématiques de stockage, déstockage, de tri également de nos lots. On va ensuite percer ces pièces-là, par exemple ici sur une perceuse robotisée, afin de ensuite l'emballer, la monter et l'expédier chez le client. Voilà, donc autour de tout ça, vous imaginez bien, quand tout est sur mesure, ça demande une complexité importante et donc l'envie de les résoudre. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet où vous utilisez une IA et nous dire un petit peu qu'est-ce qu'elle apporte en plus? Donc c'est ce système de production que je vous ai montré. Pour donner un chiffre, ça représente à peu près 150 robots, 700 automates. Donc vous imaginez, il y a énormément de pannes. Il y en a assez pour bien s'occuper toute la journée. Et on a une problématique, c'est qu'on a des sites qui sont avec des technologies qui sont assez similaires, qui sont assez homogènes. Et donc, la problématique métier qu'on a souhaité adresser, c'est gagner de l'efficacité de nos dépannages en pouvant réaliser de la recherche d'antériorité. C'est-à-dire que lorsque je tombe en panne, j'ai peut-être certains collègues, il y a quelques années, quelques mois, voire des collègues sur des autres sites qui ont été confrontés au même problème et qui ont déjà trouvé une solution technique à cette erreur. Donc là, ce qu'on est en train de tester, on finit la phase de test la semaine prochaine, c'est finalement réussir à rapprocher des pannes similaires sur des pannes qui se produisent en cours. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez dire à l'heure actuelle si c'est un vrai succès et si ce sera répété du coup? C'est une super question, ouais. Alors c'est un succès, techniquement c'est un beau succès, ouais. Alors si je dois donner des chiffres, on peut dire qu'à peu près 50% des pannes similaires qui se reproduisent, on parvient à les identifier. Ça ne veut pas forcément dire que dans 50% des dépannages, on gagne de l'expérience, parce que ça voudrait dire qu'on a acquis cette expérience-là et qu'on l'a suffisamment bien expliquée pour être capable de reconsommer la donnée. Donc il y a deux difficultés une fois qu'on a réussi ces bons résultats opérationnels, ces bons résultats techniques. La première difficulté, c'est massifier finalement la production de données, c'est-à-dire qu'on soit capable toujours de bien caractériser un problème technique. ChatGPT, pour reprendre cet exemple, il a mangé la totalité d'Internet, donc pour lui c'est facile d'avoir de la donnée de qualité. Quand on a un problème métier qui est plus spécifique à un secteur industriel, on a forcément un peu moins de données disponibles et donc il faut faire avec. Donc ça c'est une première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est la conduite du changement. On en a parlé tout à l'heure et Martine l'a précisé en introduction, il y a aussi beaucoup de craintes autour de ces technologies-là. Et moi, les craintes, quand je discute avec les mainteneurs toute la journée, je les ai en face de moi, qui sont exprimées très clairement. Et donc ça, c'est aussi une question d'accompagner le changement, d'expliquer qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut ne pas faire, et de sensibiliser sur le fait que ça ne va pas. Et pour moi, ça ne remplacera jamais non plus l'humain. Ça va le concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. D'accord. Pour vous, qu'est-ce qui est intéressant du fait de travailler dans le domaine industriel avec une IA? Ou même de travailler dans le domaine plus court? Ouais. Le matin, on n'a pas de chemise à repasser quand on va à l'usine. Plus sérieusement, je pense que il faut bien garder en tête que l'industrie n'a pas des métiers moins techniques que les autres domaines. On pense à tous les gens qui veulent avoir des métiers dans l'abstraction ou très techniques et qui vont aujourd'hui, par exemple, dans la finance. Vous voyez, l'état de nos sites de production, c'est très, très technique aussi et c'est très, très sophistiqué. Donc, il y a des challenges techniques et de l'abstraction également dans l'industrie. Ce que va avoir l'industrie que n'a pas les autres domaines, je pense, c'est essentiellement deux caractéristiques.
la première caractéristique, c'est d'être un outil de transition. Alors, ça peut être un petit peu étonnant quand on le présente comme ça, mais si on regarde aujourd'hui, par exemple, les émissions des Français, les émissions carbone, les émissions carbone de la France, elles diminuent année après année. Par contre, les émissions carbone des Français, elles augmentent année après année. C'est-à-dire que cette année, on est pire qu'il y a 10 ans. Et la raison, c'est quoi? La raison, c'est qu'en fait, on va premièrement plus consommer et puis deuxièmement consommer des produits qui sont fabriqués dans des pays qui ont un très mauvais bilan carbone. Le même kilowattheure en Chine, qui serait utilisé pour produire des cuisines qui ne seraient pas des cuisines Schmitt du coup, il va émettre entre 10 et 20 fois plus de carbone qu'en France. Donc ça pour moi c'est un critère important, c'est travailler aujourd'hui dans l'industrie en France, c'est œuvrer à la transition écologique. Parce qu'on a un outil de production à proximité, flexible, donc qui s'adapte aux demandes du client et qui consomme peu, enfin une énergie décarbonée. La deuxième opportunité qu'on a dans l'industrie, c'est de travailler avec différentes classes sociales. Et ça, c'est vrai que c'est une richesse au quotidien. Quand on arrive dans des métiers très techniques comme on peut l'avoir en tant que data scientist, des fois, c'est bien de voir concrètement à quoi servent nos sujets. Et moi, c'est vrai que quand je passe la porte juste au bout de mon bureau et que je vois les gens qui travaillent avec le détecteur dynamique de goulot qu'on a mis en production, et ben, on a vraiment la possibilité de toucher du doigt le fruit de notre travail des mois précédents. Et ça, c'est une grande chance. Voilà. Et on travaille vraiment avec tout niveau de la société. On a un impact concret sur le quotidien des gens. Ça, c'est chouette. D'accord. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Alors, maintenant, nous allons donc Merci à répondre aux questions communes. Donc, n'hésitez pas à taper vos questions dans la discussion d'un webinaire. Notamment, il y en a déjà une posée par Alexandre Lièvre qui dit qu'une multitude d'IA émerge en ce moment et demande si vous pensez que l'intelligence artificielle AutoGPT est une nouvelle révolution. Cette question, tout le monde peut répondre, pas de parmi nos invités. Je ne sais pas si l'un de vous, si Quentin, vous avez une réponse à ça. Alors moi, je n'ai pas assez de veille technologique pour suivre l'évolution de tous les différents modèles. Florence, tout à l'heure, avait évoqué la vitesse à laquelle les publications arrivaient. Peut-être qu'elle aura plus de détails que moi sur cette technologie, si elle la connaît. Ouais, j'ai pas entendu la fin de la phrase, je n'ai pas compris la question en fait. Tu peux la répéter? Oui, la personne demandait si vous pensiez que l'intelligence artificielle AutoGPT est une nouvelle révolution, si du coup il y avait un risque avec cette nouvelle IA. Bah, bon, alors, enfin, ce qui se passe autour de, enfin, ce qui se passe actuellement autour des modèles GPT en général, oui, enfin, il y a un certain nombre de risques enfin, le premier risque, en fait, moi, que je vois, dont peut-être, enfin, Julien peut-être n'a pas complètement, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais c'est que, donc, d'une part, ces outils-là, ChatGPT, vont vous donner une réponse sans sourcer la réponse. Donc, vous ne savez pas si le système affabule ou si le système vous donne une bonne information. Ça, c'est pour ChatGPT 4, enfin, tel qu'il est, d'accord ? Et ça, c'est un problème, et notamment puisqu'on parle d'industrie, d'application dans l'industrie, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Par exemple, dans un milieu industriel, on va vouloir un niveau de confiance associé à une prédiction et on décidera en fonction. Donc ça, c'est pour ChatGPT. Donc après, les évolutions naturelles de ChatGPT, c'est d'exploiter en fait le travail gratuit actuellement réalisé par tous les gens qui utilisent ChatGPT et qui permettent en fait de l'apprendre, et il est en fait régulièrement remis à jour, et donc il y a pas une autonomie, mais en tout cas il y a un cercle en fait qui se fait, où les utilisateurs, plus il y a d'utilisateurs qui utilisent ChatGPT, plus ChatGPT a l'occasion, ou les variantes, ont l'occasion de se corriger,
Donc, on a un outil de plus en plus puissant. Par contre, comme on ne contrôle pas, et bien entendu, il peut y avoir débat, la distribution des données, c'est-à-dire qu'on peut, comme on l'a vu récemment, influencer en fait ce système en lui fournissant un très grand apport de données complètement biaisées, ben on a des soucis. Et donc après, effectivement, vous pouvez combiner ChatGPT avec des outils de reinforcement learning, des outils vous pouvez le rendre quasiment autonome, vous pouvez le combiner avec, bien entendu, des outils de synthèse vocale, etc. Mais je crois qu'en fait, ce qui se passe avec ChatGPT, c'est que la technologie, qui effectivement été connue depuis 3 ans, a été mise là tout de suite, enfin, assez rapidement à devant tout le monde et à l'usage de tout le monde, alors que les garanties sont pas, les garanties sont pas fournies avec l'outil aujourd'hui. D'accord, merci. Du coup, est-ce que vous recommanderez d'utiliser plutôt cet outil pour des tâches assez simples où ça ne nécessite pas des tâches critiques puisqu'on peut pas, on n'est pas sur Voilà, la fiabilité? exactement. Pas pour les tâches critiques, pas pour des données industrielles, pas pour pas tout ce qui nécessite de la confidentialité, et effectivement avoir un recul par rapport au fait que vous êtes en train de nourrir effectivement ce système. Et donc, voilà, je pense qu'il y a d'autres, il y a des considérations autres que techniques qui rentrent là en jeu. Et on est loin, en fait, par exemple, de la législation AI Act qui est en train de se forger. Hein. On est très, très loin là. C'est-à-dire que là, l'outil a été mis, je dirais, à disposition un peu avant qu'on ait forgé et qu'on l'ait entouré de garanties. Voilà. Bon. D'accord, ok, que ça soit encadré. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Moi, j'ai une Alors, petite question un peu pour tout le monde en attendant peut-être que la question se pose. Ce serait, on a vu que l'intelligence artificielle, c'est un outil très populaire. Est-ce que vous trouvez que l'industrie utilise trop cet outil ou au contraire pas assez? Un peu pour tout le monde. Alors, moi, si je peux apporter une réponse sur notre expérience et puis mon expérience aussi que j'ai pu avoir dans d'autres industries. Alors, pour moi, elle l'utilise pas assez. Alors, la cause, je vais en avancer une, hein, je pense qu'il y en a beaucoup. Alors, pourquoi elle devrait plus l'utiliser? Parce qu'il y a des choses très très simples, des algorithmes très très simples qui peuvent avoir énormément d'impact. Nous, par exemple, sur des problèmes d'optimisation de flux de production, on utilise des random forests, typiquement. Donc, c'est des algorithmes qui sont maîtrisés depuis presque le siècle dernier. Donc, ça fait longtemps qu'on aurait dû les mettre en œuvre et qu'on aurait dû se poser la question de dire tiens, on n'a pas besoin de faire un algorithme itératif déterministe pour faire ça. Il y a une manière avec un peu plus d'abstraction peut-être de résoudre le problème. Donc je pense qu'elle aurait dû l'utiliser avant. Pourquoi c'est pas fait? Parce qu'on rentre très souvent dans des cas d'usage précis. Quand on pense à l'industrie, on pense de la maintenance conditionnelle, c'est-à-dire je vais surveiller mon moteur et je vais déclencher une alerte. On pense à de la détection de défauts, par exemple, sur de la photo. Donc ça, c'est des cas d'usage qui sont matures et qui sont appliqués par beaucoup d'industries. Par contre, quand on sort de ces cas bateaux, on a du mal à trouver des choses à faire parce qu'en fait, il n'y a pas assez de créativité et ou de compétences au niveau industriel aujourd'hui pour déployer ces technologies et en même temps connaître l'impact qu'ils vont avoir. Si vous n'avez pas les experts métiers, si vous n'avez pas les gens qui vous disent « moi j'ai un problème le matin quand j'arrive à 8 heures, c'est ça », vous ne pourrez pas résoudre le problème. Et c'est pour ça que j'incite tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, allez-y, foncez dans l'industrie, vous aurez des choses passionnantes à faire et vous verrez, vous résoudrez des problèmes bien plus intéressants que les gens qui font du micro-trading dans la finance. Du moins pour votre société peut-être. Je pense que techniquement, ça peut être très intéressant de faire du micro-trading, mais voilà. Est-ce que c'est louable socialement? C'est une autre question. D'accord, merci beaucoup. Donc ce serait plutôt pas assez selon vous. Est-ce que Darcy, vous voulez... Je vous avais vu ouvrir votre micro tout à l'heure. Oui, je vais rejoindre ce que Quentin a précisé. Après, j'apporterai quelques compléments d'information. Aujourd'hui, évidemment, la technologie a fait ses preuves, donc on peut avoir des résultats.
Après, le point bloquant, je le disais lors de mon intervention, c'est la notion de process ou de mode opératoire, c'est-à-dire la fonction métier. Aujourd'hui, ces fonctions ne sont pas conçues autour de ces technologies. Donc, on est sur des organisations très décentralisées. Les automaticiens ont un service automatisme, les informaticiens ont un service informatique. Donc, chacun est cloisonné dans ses métiers, alors que ces technologies demandent finalement une transversalité et j'ai envie de dire, un travail collectif qui aujourd'hui remet en question profondément la manière dont les gens travaillent. Donc, ce qui veut dire que le sujet aujourd'hui, ce n'est pas que être capable d'anticiper une défaillance ou d'avoir des résultats, c'est plutôt de s'en servir et de capitaliser tout ça pour faire travailler tout le monde ensemble et faire avancer l'entreprise ou l'usine. Raison pour laquelle il y a pas mal de pilotes. J'ai envie de dire que l'industrie aujourd'hui sur ces technologies en masse sont tous au stade du pilote, notamment ici en France. Donc, il y a pas mal de POCland, s'il faut l'appeler comme ça, de tout un marché lié aux preuves de concept. Et finalement, le fait de basculer de la preuve de concept à l'industrialisation n'est pas juste une question technologique, mais c'est réellement une question organisationnelle et c'est très profond et ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Sans parler évidemment de la problématique de compétences que Quentin soulignait. Les ressources ne sont pas forcément au rendez-vous pour pouvoir porter ces technologies. Ou identifier le gain qui en découle. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions qui sont arrivées? Sinon, on peut poser la question à Axel. Qu'est-ce que vous en pensez, Louise et Noah? Moi, je voulais d'abord finir la question, une petite partie de la question de la première personne qui demandait en fait des exemples d'utilisation au quotidien, des exemples un peu plus concrets pour améliorer la productivité. Donc, je pense que c'est une question qui se pose plutôt à Quentin ou à Darcy. Alors, la productivité, moi je peux donner un exemple sur la productivité pure, enfin, ce qu'on appelle du taux d'utilisation machine par exemple. Nous, on a des problèmes pour utiliser le lean manufacturing. C'est toute la théorie des systèmes de production, parce qu'elle est conçue finalement pour de la production série, du toyotisme, du fordisme, selon qu'on se trouve d'un côté ou de l'autre du Pacifique. Comme on a des meubles qui sont sur mesure, en fait, on a des difficultés à dire le temps de cycle théorique de ce meuble, c'est tant de temps. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est un détecteur dynamique de goulot qui va regarder la ligne de production fonctionner et qui, quand vous vous mettez devant une ligne qui fait 300 mètres de long, vous avez du mal à comprendre où est le problème, parce qu'il est partout et nulle part en même temps. Hein. Si j'ai un meuble devant moi qui n'avance pas, c'est moi le problème, c'est celui d'après, j'en sais rien. Donc on est parvenu en fait avec de l'apprentissage supervisé à caractériser en temps réel finalement le lieu du blocage pour parvenir à le communiquer aux équipes afin qu'elles soient en mesure de s'améliorer. D'accord, merci beaucoup. Donc, moi, pour présenter un cas concret, je vais partager mon écran rapidement. C'est celui-là. Voilà. Donc là, typiquement, c'est un slide qui présente un cas d'usage qu'on a réalisé chez Volvo Group. Donc, il s'agit en fait d'une machine à commande numérique qui positionne des pièces dans des moteurs. Et finalement, il y a une grosse problématique de mise en position de la pièce sur le moteur. Donc là, typiquement, on a déployé notre solution et toute la question était justement d'optimiser le mode opératoire de maintenance à partir justement de notre technologie qui a la promesse d'anticiper les défaillances. Donc, sur cette problématique, en fait, en 2020, ils ont perdu près de 45 moteurs. Bon, pas perdus, mais qui ont été rectifiés justement à cause de ce problème de mise en position des pièces qu'ils appellent la demi-lune. Donc là, typiquement sur ce process, comment ça fonctionne? La machine opère normalement
Et il s'avère que les problèmes de mise en position génèrent des pièces en défaut. Ces pièces en défaut ne sont constatées que par la GMAO, justement, qui liste les rebuts qui sont observés. La machine est performante, elle est capable d'autodiagnostiquer qu'une pièce est mauvaise en sortie de production, mais elle est clairement incapable de dire lors de la production que la pièce est en train d'être mauvaise. Donc là, typiquement, c'est un cas de figure où l'on constate en sortie de pièce, de prod, que la pièce est mauvaise, c'est recyclé. Et finalement, à quel moment l'action de maintenance est déclenchée? C'est quand on a un taux important de rebut qui est constaté dans la GMAO. Donc, quand on se rend compte que là, finalement, ça devient trop récurrent, on déclenche justement un ordre d'intervention. Mais en attendant, il y a déjà des pièces, un bon nombre de pièces qui ont été mises en rebut. Donc là, typiquement, dans ce cas d'usage avec Leslie, qu'est-ce qu'on en a fait? On a donc placé notre soft au pied de la machine. Donc, c'est une solution Edge Computing qui ne fonctionne pas dans le cloud. C'est déployé dans un PC industriel au pied de la machine. Donc, il n'y a pas de problématique de cybersécurité et de confidentialité de données. Ça fonctionne dans l'usine et on va surveiller en temps réel la production. Leslie va détecter les premiers signes avant-coureurs de défaillance et va justement déclencher, inciter le responsable de maintenance à venir corriger tout de suite les dérives sur l'équipement avant que la pièce mauvaise ne soit produite. Et là, typiquement, quand on regarde les deux modes opératoires, typiquement, on introduit le logiciel dans le processus qui va, elle, apporter l'information à l'exploitant avant qu'il y ait une défaillance proprement dite. Il va pouvoir, derrière, générer dans sa GMAO un ordre de maintenance préventive. Donc, on n'est plus sur du correctif, mais de la maintenance préventive. Là, à ce stade, on ne va pas parler de maintenance prévisionnelle, mais plutôt de maintenance préventive, appuyée sur du diagnostic, donc de la détection des premiers signes avant-coureurs de défaillance. Et évidemment, dans ce process, l'humain, en fait, l'équipe de maintenance reste au centre. Et le plus, c'est qu'ils ne sont plus aveugles sur le processus, mais peuvent visualiser en temps réel ce qui se passe sur la machine. Et on le voit sur ce graphe de synthèse, où là, typiquement, on va détecter les dérives. Voilà, ça, ce sont les premiers signes avant-coureurs de dérive qui sont expliqués par l'observabilité de la donnée brute, parce que comme ce sont des logiciels quand même qui nécessitent à apporter à l'ingénieur des éléments de compréhension sur les dérives. Donc, on va détecter les dérives, on va les expliquer par rapport aux paramètres d'influence. Par exemple, dire que là, je dérive, c'est le courant qui est impacté à 87% et il s'agit de tels composants dans tel mode de fonctionnement. Le technicien, lui, va intervenir, visualiser les données brutes pour bien constater les anomalies, intervenir et puis remettre la machine dans son état de fonctionnement. Donc là, c'est un cas d'usage pratique et réel qu'on a, par exemple, chez Volvo Group. Voilà. Je suis vraiment désolé, je vais devoir m'absenter. Je dois quitter maintenant. Je laisse Noah conclure. Je voulais juste vous remercier pour les riches échanges avec vous et la pertinence de vos réponses. Merci beaucoup. Merci. Gabriel. Merci Gabriel. Donc oui, merci à tous et à toutes d'être venus ici répondre à nos questions. Maintenant, nous allons donc conclure et lancer une petite enquête de fin de live. Tout à fait. Et juste avant, je voulais aussi, comme Gabriel, simplement vous remercier infiniment pour votre participation et vos interventions vraiment très intéressantes, en tout cas qui, je pense, ont pu largement contribuer à alimenter cette grande réflexion dont on est, je pense, qu'au début autour de l'intelligence artificielle.
et les nombreuses interrogations qu'elles peuvent susciter. Donc, comme disait Noah, avant de conclure, il y aura effectivement un petit questionnaire de fin de live qui vous sera proposé pour simplement nous aider à nous améliorer à chaque fois. Et puis nous, on vous donne simplement rendez-vous au mois de mai. Alors au mois de mai, ce sera une émission spéciale que vous pourrez en tout cas voir à distance. Nous, on sera en présentiel, ce sera une émission spéciale puisqu'on fêtera à cette occasion la première année d'existence de ces lives. Donc, nous serons à Paris, mais vous pourrez nous suivre à distance sur webinaire Zoom également. Et puis, nous traiterons en fait lors de cette émission des grands enjeux aussi qui sont liés à l'industrie. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà à vous rejoindre. Et pour information, au mois de juin, eh bien, nous aurons le plaisir aussi, le 22 juin précisément, de pouvoir traiter particulièrement d'un autre sujet qui sera donc la féminisation des métiers de l'industrie. Voilà, et les autres sujets seront à venir. Voilà, en tout cas, on vous remercie tous énormément. Et puis, écoutez, on vous souhaite en tout cas une bonne soirée et à très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée. Thank you. Bye. Thank you, Thank you. Akshay. Bye. Bye.